Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence en ligne qui va porter sur le thème peau et maladies auto-immunes, approche du dermatologue. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir un de nos maîtres du Burkina Faso, professeur Pascal, avec notre collègue Dr Moussa. Et nous présentons nos excuses pour ce léger retard technique. Et nous allons passer la parole au professeur Pascal Niamba. Et merci beaucoup, professeur, pour la spontanéité avec laquelle vous avez accepté de modérer cette conférence en ligne. Voilà, merci et merci également à notre collègue Dr. Moussa. Vous avez la parole, professeur. Et professeur, vous avez la parole. D'accord. Merci bien, chers collègues et chers amis. Nous avons dans cet après-midi l'événement qui nous réunit, c'est dans le cadre des formations organisées par le réseau pour la formation, pour la promotion de la recherche en Afrique. Et l'honneur aujourd'hui est de recevoir le docteur Inous Issa Ali, qui est dermatologue vénérologue à l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo de Niamey. Il est président du comité des acteurs de prise en charge du VIH dans le dit hôpital et il est également le chef de service de santé de l'armée de terre, coordonnateur du cycle licence et master en dermatologie vénérologie, et Dr Inous Issa Ali est médecin colonel. Donc aujourd'hui, nous avons demandé à ce que Inous nous fasse un peu part de sa vision sur la thématique peau et maladies auto-immunes, l'approche du dermatologue. Donc en tant que dermatologue averti, nous allons lui laisser la parole pour qu'il puisse nous partager cette présentation. Et ensuite, après, nous pourrons échanger autour de cette thématique. Et nous, merci à toi d'avoir accepté de nous faire cette conférence et nous donnons la parole pour ton exposé. Merci beaucoup, professeur. Bonsoir à tous. Une fois encore, merci, professeur, pour votre disponibilité et pour le soutien que vous nous apportez depuis toujours. Et merci encore à Dr Soumaïla, qui est le coordonnateur du REPREMAF, pour son dynamisme et nous avoir permis d'organiser cette conférence. Donc, sans plus tarder, je m'en vais commencer mon exposé. Il s'agit donc, le thème porte sur la peau et maladies auto-immunes, approche du dermatologue. Donc, thème somme toute transversal. Donc, je vais un peu brosser le plan qui se présente comme suit. Donc, après les généralités, nous allons sans tarder aborder le panorama des maladies auto-immunes en manifestation cutanée, où nous allons mettre l'accent sur les signes cutanés de ces maladies auto-immunes qui souvent, sauf les dermatologues, les autres collègues ont vraiment des difficultés à les diagnostiquer. Donc, pour nous, c'est surtout un peu mettre l'accent sur ces signes afin que les médecins généralistes, les autres médecins spécialistes puissent, n'est-ce pas, porter un œil j'allais dire, plus aigu sur ces signes dermatologiques qui, des fois, le considèrent comme étant insignifiants, alors que ça a toute sa signification, parce que c'est justement par là que commencent les maladies auto-immunes. Donc, en introduction, je dirais que le système immunitaire désigne un ensemble de facteurs cellulaires et humoraux
ayant pour but de protéger l'organisme des agressions provenant d'agents exogènes ou endogènes reconnus comme n'appartenant pas au soi. Et dans certaines conditions non physiologiques, une dérégulation du réseau d'interaction cellulaire et moléculaire contrôlant la présence ou l'expansion des cellules autoréactives, entendons par là les lymphocytes T et les lymphocytes B, peut conduire à une rupture de tolérance au soi, caractérisée par l'activation et la multiplication de ces cellules et par conséquent entraîne le développement des maladies auto-immunes. Qu'appelle-t-on ou qu'attend-on par maladie auto-immune? Les maladies auto-immunes correspondent à un ensemble de manifestations inflammatoires cliniques diverses. Elles sont secondaires à une réaction immunitaire contre les antigènes marqueurs de notre organisme. Donc, cette réaction résulte de la perte de tolérance du soi. Quel est l'intérêt de cet exposé? Son intérêt est d'abord diagnostic, car il s'agit de reconnaître les manifestations dermatologiques de certaines maladies auto-immunes, et cela le plus tôt possible, ce qui permettra bien sûr ou contribuera à une prise en charge précoce. Qui parle de prise en charge précoce, cela aussi favorisera une réduction de la mortalité liée à ces maladies. Donc, pour ce qui est de l'épidémiologie, dans la littérature, nous avons relevé que les maladies auto-immunes touchent environ 5 à 10% de la population mondiale, avec une nette prédominance féminine avec environ 80% des cas. Et ces maladies auto-immunes représentent la troisième cause de morbidité dans les pays développés, après les maladies cardiovasculaires et cancéreuses. On dénombre à ce jour environ 80 maladies auto-immunes. Nous allons à présent aborder la physiopathologie. La physiopathologie. Il faut dire que l'auto-immunité physiologique est caractérisée par le fait que le système immunitaire a une fonction de reconnaissance de l'environnement exogène et endogène qui s'effectue via des récepteurs spécifiques appartenant aux cellules de l'immunité. Ainsi, il permet de neutraliser les éléments autoréactifs, mais également de neutraliser les antigènes donc, du non-soi. Et par conséquent, de tolérer nos propres cellules. De tolérer nos propres cellules. Qu'en est-il de l'auto-immunité pathologique? Elle correspond à une perte, bien sûr, de la tolérance du soi, à une défaillance du système de régulation de l'auto-immunité physiologique. Il peut apparaître ainsi une auto-immunité pathologique, donc auto-agressive, qui se retourne contre soi-même et qui est le point de départ des maladies auto-immunes. Donc, ceci est aussi caractérisé par la prolifération des lymphocytes B autoréactifs et la prolifération des lymphocytes T agressifs de forte affinité, comme le montre ce petit schéma, où les lymphocytes T et B qui étaient tolérants et du fait d'une défaillance du système immunitaire se retournent contre les antigènes du soi dans le contexte pathologique. Ce qui est de l'éthiopathogénie et de la classification, il faut dire que les maladies auto-immunes sont en général d'étiologie précise inconnue. Toutefois, la plupart sont des maladies multifactorielles qui résultent de l'action conjointe des facteurs génétiques et environnementaux. Leur survenue n'est donc pas souvent la conséquence d'un mécanisme univoque. Donc, comme le montre ce schéma, c'est principalement des facteurs environnementaux et sur des terrains génétiques particuliers qui entraînent la perte de tolérance de soi et donc la survenue des maladies auto-immunes
des maladies auto-immunes. Et ces maladies auto-immunes qui sont d'évolution chronique sont généralement classées en maladies auto-immunes spécifiques d'organes et en maladies auto-immunes non spécifiques d'organes, ce qu'on appelle communément les maladies auto-immunes systémiques. Donc, parmi ces maladies auto-immunes, nous avons ceux non spécifiques d'organes, c'est notamment ici, c'est pas très clair, mais par exemple le lupus érythémateux disséminé, et pour ce qui concerne le dermato, la sclérodermie, la dermatomyosite, voilà. Et spécifiquement pour la peau, nous avons les cas de dermatose bulleuses auto-immune, et nous avons les psoriasis, la pelade, les vitiligo et bien d'autres maladies qui concernent également des organes particuliers. À présent, nous allons entamer la deuxième partie qui porte sur le panorama des maladies auto-immunes à manifestation cutanée. Donc, il convient de se poser la question, quand passer à une maladie auto-immune, comme toute démarche clinique, et c'est d'abord en fonction des motifs de consultation, n'est-ce pas, qui portent sur des signes fonctionnels et ou des signes cutanés, n'est-ce pas, où ce sont des éléments d'appel et qui nous permettent d'abord de penser à la maladie auto-immune. Et le diagnostic évoqué, et sur la base des arguments cliniques, il faut bien sûr la confirmer par la paraclinique. Et nous insistons ici pour dire que pour ce qui est de la prise en charge, elle est toujours pluridisciplinaire. Quelle que soit la porte d'entrée d'un malade présentant une maladie auto-immune, beaucoup de spécialistes doivent se retrouver autour pour une prise en charge optimale. Donc, que le malade, quelqu'un qui a un syndrome, une sarcoïdose qui est admis en pneumo, bien sûr, les autres vont se retrouver autour. Que quelqu'un qui présente un lupus érythémateux systémique qui est admis en dermatologie, les autres vont se retrouver. De même, quelqu'un présentant une maladie auto-immune, par exemple une dermatomyosite se trouvant en médecine interne, les autres aussi vont se retrouver. Donc, la prise en charge doit forcément être vraiment pluridisciplinaire. Là, nous allons commencer à tout seigneur, tout honneur, par les dermatoses bulleuses auto-immunes. Les dermatoses bulleuses auto-immunes qui sont des maladies spécifiques d'organes, donc touchant la peau et les muqueuses. Elles constituent un groupe hétérogène de maladies à la fois très diverses, peu fréquentes et de pronostics variables, parfois péjoratifs. La diversité des dermatoses bulleuses auto-immunes nécessite la combinaison d'examens cliniques, anatomopathologiques et immunologiques. Les dermatoses bulleuses auto-immunes sont secondaires à une atteinte des différents systèmes de jonction interkératinocytaire ou de la jonction dermo-hypodermique. Il faut rappeler que la peau comprend, pour nous les dermatologues, 4 parties: l'épiderme, la jonction dermo-hypodermique, le derme et l'hypoderme. Donc, c'est l'atteinte en particulier du système de cohésion de la peau qui, au niveau de l'épiderme, est assuré par ce qu'on appelle les desmosomes. Les desmosomes qui sont des protéines de cohésion donc, qui attachent les cellules de l'épiderme qu'on appelle les kératinocytes entre elles et par conséquent assurent cette cohésion de l'épiderme. Donc, les anticorps s'attaquent à ces desmosomes. Et au niveau, et caractérisant ainsi ce qu'on appelle la famille dermatose bulleuse auto-immune intra-épidermique. Et d'autre part, il y a une autre composante des dermatoses bulleuses et sous-épidermiques, là, qui sont caractérisées par une altération d'un composant de la jonction dermo-hypodermique, parce que la jonction dermo-hypodermique est composée d'un complexe de macromolécules. Donc, quand une de ces protéines est, n'est-ce pas, touchée et attaquée par les auto-anticorps, là, ça donne lieu à ce qu'on appelle les dermatoses bulleuses
sous-épidermique. Voilà. Donc, dans la famille des dermatoses bulleuses intra-épidermiques, nous allons commencer par ce qu'on appelle le pemphigus. Le pemphigus, donc, je le rappelle, c'est une dermatose bulleuse auto-immune intra-épidermique. Là, c'est les anticorps s'attaquent au desmosome et il y a, un lâchage des kératinocytes, des cellules de l'épiderme, et donc il y a une formation de bulles à l'intérieur de l'épiderme. Donc, selon l'aspect clinique, le niveau de clivage et l'identification de l'antigène cible des auto-anticorps, les pemphigus sont caractérisés en pemphigus vulgaire, donc un peu profond, suprabasal, en pemphigus superficiel, juste sous-cornée, et nous avons aussi la famille des pemphigus paranéoplasiques qui sont retrouvés dans le contexte de néoplasie. Pour ce qui est du type de description, nous prenons le cas, par exemple, du pemphigus vulgaire. Le début est, dans 2/3 des cas, caractérisé par une atteinte de muqueuse. Et cette atteinte de muqueuse précède de plusieurs semaines l'atteinte cutanée. Donc, c'est une atteinte buccale, très souvent, qui est la plus fréquente, caractérisée par des érosions, des bulles qui donnent secondairement des érosions des joues, des gencives, des palais. Et ces lésions post-bulleuses sont très douloureuses et gênantes, gênant souvent l'alimentation, ce qui fait que les malades ont souvent un état général très altéré à l'admission. Et toutes les autres muqueuses recouvertes d'un épithélium stratifié peuvent également être touchées, l'œsophage, le pharynx, le larynx et la muqueuse génitale, rectale et oculaire. Voilà, sur le plan au niveau de la muqueuse, voilà, nous avons, vous voyez, comme des aftes, en réalité, ici, voilà, nous avons des lésions, des érosions post-bulleuses, et là, peut-être que ce n'est pas très net, mais c'est carrément une bulle que nous voyons là posée sur la langue. Et vous voyez toutes ces érosions, et c'est comme ça que ça commence. C'est d'abord une atteinte des muqueuses, ce qui fait que les malades qui présentent les pemphigus sont d'abord admis au niveau de services tels que la stomatologie et sont pris en charge comme étant des aftes. Et là, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et souvent, le stomato, quelque chose dit que vraiment ça, peut-être il y a quelque chose en dessous, et il passe la main au dermato. Voilà. Donc, l'atteinte cutanée qui, secondairement, survient est faite de bulles flasques à contenu clair qui peuvent devenir louches ou hémorragiques, mais il n'y a pas de prurite. Les lésions ne sont pas du tout prurigineuses. Voilà. Ces lésions laissent place, ces érosions au niveau cutané laissent place, qui sont d'abord nombreuses et confluent en large placard érosif. C'est vraiment des plaies voilà, qui sont très larges, souvent ça conflue et deviennent douloureuses. Ces lésions deviennent douloureuses et cicatrisent très lentement, laissant des macules pigmentées. Donc, voilà. Et souvent, en dermato, on dit que les dermatoses bulleuses auto-immunes intra-épidermiques sont caractérisées par la présence d'un signe de Nikolsky. Donc, c'est vraiment quand on fait une pression en peau périlésionnelle, on voit un décollement. Et parfois même en peau saine, quand on presse, on voit qu'il y a un décollement. Donc, ça, c'est caractéristique des dermatoses bulleuses auto-immunes intra-épidermiques. Donc, ça, c'est l'atteinte cutanée. Nous allons illustrer par ces images, vous voyez, ces érosions chez ces patients. Voilà, toutes ces érosions, vous voyez, ces érosions qui sont superficielles et qui confluent et voilà, qui laissent, on dirait que la personne est brûlée. En réalité, c'est le décollement au niveau épidermique. Ça donne cet aspect. Et quand il s'agit, bien, voilà, cet aspect également, qui est croûteux, voilà, qui est très étendu, et ça touche également jusqu'au niveau du cuir chevelu, et qui parle d'une telle étendue de décollement, parle bien sûr de perte hydroélectrolytique, voire protéique.
Donc, ce qui fait que la personne est souvent très exposée aussi à la surinfection. Voilà. Voilà, nous avons également ces placards qui sont très érosifs. Et voilà, c'est la porte d'entrée aux infections. Voilà. Voilà, vous voyez, oui, on a l'impression que la personne est brûlée, non? Ce sont des petites bulles comme celle-ci que nous voyons. En réalité, quand elle casse, elle conflue et elle donne cet aspect-là. Donc, vraiment, c'est la porte ouverte aux infections, comme je dis, s'il n'y a pas une prise en charge précoce. Et comme nous savons, dans notre contexte, nos patients, dans ce genre de circonstances, passent aussi au niveau de la médecine traditionnelle, qui aussi cause souvent des dégâts. Donc, au niveau, l'examen clinique, après, pour ce qui est de l'appareil clinique, en face d'une dermatose bulleuse auto-immune, le premier réflexe, c'est de faire la biopsie d'une bulle. De faire la biopsie d'une bulle et de faire l'examen histopathologique. Et là, l'histopathologie met en évidence voilà, ce qu'on appelle une bulle, une bulle intraépidermique. Voilà, nous avons la couche basale de l'épiderme et là, le haut, le contenu, ça c'est le liquide et nous avons ces petits points-là qui, en réalité, c'est ce qu'on appelle l'acantholyse. Donc, ce sont les kératinocytes, les cellules de l'épiderme qui flottent ici. Voilà. Donc, ça, c'est caractéristique pour le dermato d'une bulle intraépidermique. Donc, des bulles de dermatose bulleuse auto-immune intraépidermique. Et pour ce qui est de l'immunologie, voilà, l'immunofluorescence directe de biopsie d'une peau ou bien d'une muqueuse, voilà, de la bulle, montre des dépôts interkératinocytaires d'immunoglobuline G et qui donnent cet aspect caractéristique en maille défilée ou en résidus. Là, c'est caractéristique. Donc ça, ce sont les dépôts d'immunoglobuline G qu'on voit en immunofluorescence directe. Qu'en est-il de la prise en charge, le traitement? Bien sûr, le traitement, c'est les traitements au niveau local, au niveau des muqueuses, mais également au niveau de la peau, par des bains antiseptiques, et l'hydratation, la nutrition, et pour compenser les pertes hydroélectrolytiques et protéiques. Ceci est très important. Avant d'entamer le traitement de fond à proprement parler, il faut prendre le soin de bien nourrir le malade. Donc, le traitement d'attaque vise à contrôler la maladie. Dans un premier temps, bien sûr, c'est la corticothérapie générale à forte dose. Voilà, c'est avec du prédnisone que nous entamons. Et le traitement, bien sûr, pendant un certain temps, il faut procéder à une décroissance afin de maintenir la rémission. Donc, pendant un certain moment, ces bulles s'arrêtent et la peau commence à se reconstituer, à avoir son aspect normal. Mais étant donné que c'est une maladie auto-immune, il n'est pas question d'arrêter la corticothérapie. Donc, il s'agit de dégraisser. Et à la corticothérapie, l'association d'autres immunosuppresseurs aussi possible, notamment l'azathioprine, la cyclosporine et autres. Voilà. Donc, à présent, nous entamons les dermatoses bulleuses auto-immunes sous-épidermiques. Donc, là, comme nous l'avons dit, il s'agit d'une altération par les auto-anticorps des protéines composant la jonction dermo-épidermique. Et là, ça donne ce qu'on appelle les dermatoses bulleuses sous-épidermiques. Elles sont nombreuses en fonction de leur caractéristiques cliniques ou histologiques, voire immunologiques. Elles sont nombreuses. Et nous avons la pemphigoïde bulleuse, la pemphigoïde gravidique qu'on voit souvent chez les femmes enceintes, la pemphigoïde cicatricielle, le cas de la dermatite herpétiforme, les dermatoses à IgA linéaire, l'épidermodise bulleuse acquise. Donc la plus fréquente, c'est parmi elles la pemphigoïde bulleuse. Elle est la plus fréquente et elle touche souvent les sujets âgés. Et c'est un sujet qui ont à peu près dans la moyenne de 80 ans. Sur le plan clinique, contrairement au cas de pemphigus, là, ça commence par le prurite. Là, ça gratte d'abord. Il y a un prurite généralisé avec des placards
eczématiforme, voire urticarien. Donc, le patient se gratte pendant un bout de temps. Et contrairement également au cas de pemphigus, là, l'atteinte muqueuse est très rare. Et les bulles également sont caractéristiques, contrairement aux bulles du cas de pemphigus dont nous avons vu ici. Les bulles sont tendues. Les bulles sont tendues à contenu clair de grande taille. Voilà. Et siégeant sur des bases eczématiformes ou urticariennes. Mais nous retenons comme signe fonctionnel qu'il y a un important prurite. Et là, le cas le signe de Minkowski est souvent absent. C'est la preuve que la bulle est vraiment profonde. Là, en image, nous avons, voilà, le cas d'une bulle qui est vraiment tendue. Vous voyez? Voilà. Donc, quand on presse ici à côté, la peau ne se décolle pas. Voilà, nous avons également ces cas. Voilà. Plusieurs bulles, certainement, certaines ont été surinfectées parce que le contenu est trouble. Voilà. Donc là également, c'est l'aspect caractéristique de la peau cicatricielle d'un patient ayant présenté une pemphigoïde bulleuse. Ça se présente comme ce qu'on appelle un aspect de peau tigrée. Donc, cette dyschromie cicatricielle se présente sous forme de peau tigrée. Donc, tous ces points blancs dont on voit en réalité sont des lésions cicatricielles. Sur le plan paraclinique, la dermatose bulleuse sous-épidermique est caractérisée par cette image. Ici, c'est la bulle. Et la bulle est vraiment sous-épidermique, tel qu'on l'a dit, parce que ici, tout le sommet, en réalité, est représenté par l'épiderme. Et l'épiderme est carrément soulevé et la bulle est sous l'épiderme. Donc, c'est pourquoi on l'appelle sous-épidermique. Et là, il n'y a pas d'acantholyse, il n'y a pas de cellules de kératinocytes qui flottent. Donc là, c'est une image caractéristique d'une dermatose bulleuse sous-épidermique. Quant à l'immunofluorescence, à l'immunologie, l'immunofluorescence directe donne un dépôt linéaire. Nous avons vu dans le cas des pemphigus que cette image est en maille de filet. Ici, vous voyez que c'est des dépôts linéaires d'immunoglobuline G le long de la membrane basale de l'épiderme. Donc, il y a une nette différence. Le traitement, la prise en charge, c'est aussi la corticothérapie. La corticothérapie est à dose d'attaque, puis voilà, il faut le dégraisser. Mais n'oublions pas que très souvent, les patients sont des patients âgés et par conséquent présentent certains tares. Les patients qui présentent ces tares, il faut aussi savoir les prendre en charge, par exemple, leur hypertension artérielle, leur diabète, voilà. Et bien sûr, dans ces cas, mettre des mesures très sérieuses, des mesures adjuvantes associées à la corticothérapie, en plus de leur traitement, le traitement des tares. Et bien sûr, on peut aussi avoir sous la main les autres immunosuppresseurs, notamment l'azathioprine ou le mycophénolate mofétyl, dans le cas du traitement de la pemphigoïde bulleuse. À présent, après le cas de dermatose bulleuse auto-immune, nous entamons le cas de la sclérodermie systémique. La sclérodermie systémique qui est aussi une maladie auto-immune faisant partie des connectivites. Elle est caractérisée par une fibrose du tissu conjonctif généralisée associée à des altérations vasculaires et des anomalies immunologiques. Les manifestations cliniques les plus fréquentes et les plus précoces sont cutanées. Voilà. Vraiment, elles sont cutanées et d'où l'importance de connaître ces signes dermatologiques dans le cas des maladies auto-immunes. Et cependant, ce sont les atteintes viscérales qui font toute la gravité de la maladie, les atteintes viscérales qui progressivement vont s'installer. Mais c'est par les signes dermatologiques qui s'annoncent la sclérodermie systémique. Quels sont les types de sclérose? Il y en a trois grands types. Là, nous avons d'abord une atteinte vraiment des extrémités des mains. Il y a une atteinte des doigts,
et des extrémités des pieds. C'est comme ça que commence la sclérose. C'est ce qu'on appelle la sclérodactylie. Après, dans le type 2, nous avons l'acrosclérose. Là aussi, ça touche les extrémités, mais de façon plus étendue. Notamment, ça commence par toucher les visages et au niveau des avant-bras, les mains, les jambes et les pieds. Et le troisième type, c'est la sclérodermie diffuse. Là, elle s'attend à tous les teguments. En image, nous avons des images caractéristiques, voilà, qui s'annoncent par le phénomène de Raynaud, qui est un phénomène vasomoteur paroxystique des extrémités qui est déclenché par le froid. Donc là, la personne commence à avoir des doigts qui sont gonflés, qui sont édémacés, qui sont lourds, tendus. Donc voilà, c'est juste par ça. C'est quand même un signe qui paraît anodin pour quelqu'un qui n'est pas averti, mais c'est comme ça que ça commence. La personne qui se plaint des doigts boudinés, des doigts qui sont enflés, voilà, c'est comme ça. Il faut savoir que c'est le phénomène de Raynaud et c'est quand même un signe très important à connaître. Secondairement, ces doigts qui étaient enflés, boudinés, progressivement vont laisser place à la sclérodactylie. Et les doigts sont effilés, la mobilité est diminuée, la peau devient dure, tendue. Vous voyez, cette peau-là, elle est lisse. Donc ça, c'est une peau qui est tendue. Et par conséquent, la peau devient aussi fragile, ce qui, par conséquent, donnera souvent des ulcérations au niveau pulpaire. Voilà. Vous voyez cette peau qui est tendue. Donc, les mêmes images à peu près, vous voyez, chez cette patiente, les doigts qui sont boudinés et voilà, qui sont, on dirait, voilà, qui sont un peu déformés. Alors, déjà ici, cet aspect un peu leucodermique qui s'annonce sur le dos des mains et certainement ici des lésions d'ulcération au niveau du bout des doigts. Nous avons aussi chez les patients sclérodermiques ce qu'on appelle véritablement le visage sclérodermiforme. C'est vraiment le visage dunaire. Il y a cet aspect, cette disparition des plis des plis frontaux, des plis nasogéniens. Et déjà, cette patiente, vous voyez, c'est cet aspect lisse du visage. Et nous avons aussi, voilà, vous voyez, le nez qui est effilé. Et il y a une réduction de l'ouverture de la bouche et cet aspect leuco-mélanodermique, voilà, cet aspect qui est caractéristique, voilà, cet aspect-là, cet aspect caractéristique, on l'appelle cet aspect leuco-mélanodermique caractéristique de la sclérodermie. Toujours, voilà, vous voyez, c'est pour celui qui n'est pas averti, ça semble être anodin, mais c'est ça, ces troubles pigmentaires qui caractérisent la sclérodermie là. Et déjà c'est une peau, vous voyez, tendue, qui est lisse et qui se plisse très difficilement. Vous voyez, donc par rapport à une peau normale, voilà, quand on attrape la peau normale, on la plisse. Et la peau du patient sclérodermique, il est très difficile à plisser. Et on peut également le caractériser à travers le score qu'on appelle le score de Rodnan. Donc, cet aspect leucodermique ne laisse pas aussi le cuir chevelu, à l'intérieur du cuir, la peau du cuir chevelu, on le trouve. Voilà. Excusez cette patiente, voilà, vous la voyez que le tronc est carrément engainé, la peau le patient est prisonnier de sa propre peau, il est engainé, et cet aspect, toujours leuco-mélanodermique. Donc, en dehors des signes cutanés dont on vient de présenter, il y a bien sûr des atteintes extra-tégumentaires, donc qui font, comme nous l'avons dit, la gravité de la maladie, notamment les manifestations digestives qui touchent l'œsophage, l'estomac qui réduit la mobilité gastrique, et le patient est toujours mal à l'aise, il ne parvient pas à bien digérer, et des épisodes, une alternance de diarrhée et constipation. Voilà ça, et une pullulation microbienne également du fait d'une mobilité gastrique qui est altérée. Et des signes de pseudo-occlusion intestinale qui sont chroniques. Nous avons également une atteinte respiratoire qui est caractérisée par la fibrose interstitielle pulmonaire, des atteintes rénales qui font toute la gravité de la maladie, avec souvent des crises
aiguë rénale. La sclérodermie systémique, toujours les atteintes extra-tegumentaires, nous avons les atteintes cardiaques, on peut avoir des péricardites aiguës et chroniques, des myopathies, des myocardiopathies, d'autres atteintes ostéo-articulaires, musculaires, oculaires, bref, elles sont nombreuses. Et souvent, pour le diagnostic positif, il y a des critères qui ont été établis. Le dernier, c'est les critères 2013 ELAR et ACR. Voilà, à partir de ces critères, et ces critères, en fait, soulignent l'importance capitale d'un examen soigneux de la main du sujet sclérodermique. Il faut véritablement bien l'examiner. C'est à partir de cela qu'on parvient à établir le score. Et quand le score est supérieur à 9, cela permet de classer directement le malade en sclérodermie systémique certaine. Voilà. Donc, c'est vraiment l'appréciation des doigts qui est importante. Il y a un certain nombre d'examens qu'il faut faire chez le patient. Donc, sur le plan paraclinique, il y a des examens qui sont standards, voilà, mais des examens plus spécifiques, notamment les dosages et l'immunologie, c'est-à-dire les anticorps. Il faut doser les anticorps anti-sathromères qui présentent dans 20 à 30% qui caractérisent les formes graves, les anticorps anti-SL 70, les anticorps antiphospholipides, qui sont positifs dans 25 à 35% des cas et principalement dans les sclérodermies systémiques sévères. Et au-delà, on peut faire également l'électrocardiogramme, voilà, un certain nombre d'examens, mais surtout les anticorps, c'est qui vraiment dans notre contexte africain est vraiment la chose qui devient de plus en plus difficile. Et la prise en charge donc de la sclérodermie systémique, c'est vraiment des mesures générales, mais également la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Les mesures générales, c'est qu'il faut arrêter tous les excitants, il faut protéger la peau contre le froid, éviter que le patient ne se blesse et prendre soin s'il y en a des ulcérations. Il faut faire des soins locaux très sérieux. Et la prise en charge est multidisciplinaire avec comme traitement de fond d'abord la corticothérapie, et faire appel également aux autres immunosuppresseurs, notamment le méthotrexate et autres. Voilà. À présent, après la sclérodermie systémique, nous venons à la maladie lipique. Voilà, le lupus. Voilà. Le lupus qui est le prototype même des maladies auto-immunes non spécifiques d'organes. Plusieurs types de manifestations cutanées sont observées au cours du lupus. Donc, le lupus érythémateux aigu, nous avons le lupus érythémateux subaigu et chronique, et qui sont un peu de fois difficiles à différencier, d'où la possibilité de les classer momentanément dans le cas de lésions lipiques indéterminées. Donc, le lupus aigu est surtout caractérisé par ce qu'on appelle l'érythème en vespertilio. Voilà, cet aspect d'érythème, n'est-ce pas, en aile de papillon, voilà, ce qui est sur les pommettes. Voilà, c'est quand même assez net chez certains de nos patients. En plus de l'érythème en aile de papillon, il faut aussi noter que dans le lupus, on peut avoir des érosions buccales. On peut avoir des érosions buccales, vous voyez, là sur le palais de cette patiente. Voilà, nous avons également voulu cet aspect de placard érythémato-squameux qui est très étendu chez ce patient. Donc, pour dire que voilà, nous avons aussi les hommes qui peuvent être atteints par le lupus érythémateux, même si la maladie prédomine nettement chez les sujets de sexe féminin. Donc, on peut aussi avoir une atteinte fanérienne, voilà, cette alopécie qui est, n'est-ce pas, qui est caractéristique au cours d'une poussée de lupus érythémateux systémique. Des aspects vraiment souvent très étendus. Vous voyez cette patiente, quelque chose qui peut être confondu à un vitiligo, mais en réalité, c'est un lupus
C'est des placards érythémateux-squameux très étendus d'une patiente lupique. Dans le lupus, nous avons aussi des lésions vasculaires, donc caractérisées par le phénomène des Raynaud, notamment voilà, qui sont très nettes chez le sujet à peau blanche. Là, dans le phénomène des Raynaud, nous avons cette phase syncopale, la phase asphyxique, donc, qui sont très nettes. Et nous avons aussi souvent des hémorragies en flamme-mèche multiples sous-inguinales. Et on peut aussi assister à des lésions nécrotiques, donc à des ulcérations pulpaires. Et nous avons également ces lésions cicatricielles atrophiques chez cette patiente, c'est une de nos patientes qui est véritablement, qui a connu une errance diagnostique, une errance diagnostique avant de parvenir à notre niveau parce que elle était prise en charge pour son anémie, pour sa pleurésie et pour ses douleurs articulaires, et alors qu'il s'agissait en réalité des lupus érythémateux systémiques. Donc, le diagnostic positif du lupus, un certain nombre de critères qui ont été déterminés par l'ARA, l'American Rheumatism Association. Et ces 11 critères, sur les 11 critères, ici on a 4 de ces critères, on considère qu'il y a le diagnostic de lupus érythémateux systémique est confirmé. Donc là, il va des signes cutanée, d'atteinte muqueuse, articulaire, l'atteinte de séreuse, l'atteinte rénale, neurologique, l'atteinte hématologique et des désordres immunologiques. Donc parmi ceux-ci, ici, nous avons 4, c'est que c'est confirmé, il s'agit d'un lupus érythémateux systémique. Le traitement, il est bien sûr pluridisciplinaire. Là, il faut le dire. Et à moyen terme, il s'agit de s'opposer à l'évolution des atteintes viscérales, de prévenir les poussées et d'empêcher les récidives thrombotiques en cas de syndrome des anticorps antiphospholipides associés et de préserver avant tout la réinsertion socio-professionnelle de nos patients. À long terme, c'est de guérir la maladie si possible et de limiter les effets délétères différés des traitements. Les traitements reposent dans un premier temps sur les antimaladies de synthèse, sur la corticothérapie locale et générale, et bien sûr les immunosuppresseurs. Voilà, donc ça c'est le lupus. À présent, nous entamons la dermatomyosite. La dermatomyosite est aussi une maladie inflammatoire de la peau et des muscles. La peau et des muscles qui appartient aux myopathies inflammatoires idiopathiques. Donc, elle est caractérisée par une atteinte de la peau et des muscles. Elle associe, la dermatomyosite, une atteinte cutanée assez caractéristique et une atteinte musculaire inflammatoire prédominant au niveau des ceintures. Au niveau cutané, elle est caractérisée par ce qu'on appelle l'érythème héliotrope, avec parfois une sensation de brûlure. Donc voilà, je passe directement aux images. Cet aspect qu'on appelle, voilà, cet aspect érythème héliotrope, cet aspect d'œdème, érythème en lunettes. Ouais. Et également chez cette patiente, sur vraiment un état général ici qui est vraiment très altéré, entre autres signes. Et nous avons également des signes assez caractéristiques qu'on appelle les papules de Gautron, n'est-ce pas, qui sont ces papules, ces lésions papuleuses qui sont plus nettes sur la peau blanche, lésions papuleuses, érythémato-papuleuses, parce qu'il y a, c'est sur une base érythémateuse qui sont à regard des articulations interphalangiennes. Ouais, c'est très caractéristique. Et nous avons bien sûr les signes musculaires qui font toute la gravité de la maladie et sont caractérisés par la faiblesse musculaire et des douleurs musculaires qui caractérisent le syndrome myogène. Et le déficit musculaire touche surtout les muscles proximaux. Il y a un déficit ça touche la ceinture pelvienne, les muscles de la ceinture scapulaire, les muscles cervicaux. Voilà.
et ça peut également entraîner un déficit de la musculature pharyngo-laryngée. Secondairement, nous avons bien sûr les atteintes généraux et viscéraux, et dans la dermatomyosite, notamment les atteintes articulaires, cardiaques, pulmonaires, digestives, entre autres. Donc, pour le diagnostic positif, là également, il y a des critères diagnostiques qu'on appelle des critères de Bohan et Peter. Là également, nous avons et des critères cliniques et des critères paracliniques, notamment histologiques. Dans le cadre de la dermatomyosite, il faut toujours rechercher les cancers parce que la dermatomyosite est associée à un cancer chez 14 à 84%, 14 à 24% des patients et il peut donc apparaître comme un syndrome paranéoplasique. Donc, quand on confirme que c'est une dermatomyosite, il est urgent de chercher de quel type, s'il y a cancer, de quel type de cancer, et par conséquent de le prendre en charge aussi le plus tôt possible. Le traitement comporte des mesures générales, mais également des traitements des topiques, corticoïdes, tacrolimus, des crèmes solaires, mais surtout les immunosuppresseurs. Voilà, c'est les corticoïdes, le méthotrexate, l'azathioprine et tout ce qui s'ensuit. Et la prise en charge dans quelques services qu'ils soient hospitalisés, elle est pluridisciplinaire. Donc, tous les spécialistes doivent se retrouver autour du malade pour mieux le prendre en charge. Après la dermatomyosite, nous allons à présent vous parler de la maladie de Behçet. La maladie de Behçet, qui est également une maladie plurisystémique d'étiologie inconnue, considérée comme le prototype des vasculites touchant les veines, les vénules, les artères et le cœur, avec une association variable d'aphthose buccale, d'aphthose génitale, des signes cutanés et d'atteinte viscérale. Donc, les signes cutanéo-muqueux sont caractérisés par l'aphthose buccale. Les aftes de la maladie du Behçet ne se distinguent en rien des aftes de l'aphthose vulgaire. Et l'aphthose génitale est très évocatrice de la maladie car elle est retrouvée dans environ 60% des cas. Nous avons également au niveau cutané des pseudo-folliculites. Là, au niveau muqueux, vous voyez ces ulcérations larges à bord net, à fond, qu'on appelle beurre frais. Voilà. Beurre frais. Entouré d'un halo inflammatoire situé sur le bord latéral de la lame. Donc, ce sont des lésions qui sont caractéristiques de la maladie de Behçet, mais également, c'est tout comme les autres aftes. Et voilà, au niveau de la langue, nous avons au niveau également de la lèvre inférieure. Voilà. Nous avons ici des ulcérations à l'emporte-pièce à fond nécrotique au niveau du scrotum, vous voyez. Voilà. Donc, très caractéristique. Nous avons toujours une ulcération aftoïde vulvaire, donc l'aphthose génitale au niveau de la maladie de Behçet. Au niveau périanal également, nous avons des lésions des pseudo-folliculites. Là, nous avons également on peut retrouver des nodules qui sont sur les membres inférieurs qui peuvent caractérisant des thromboses veineuses superficielles dans la maladie de Behçet. Donc, nous avons ici chez un même malade une aphtose buccale, génitale et voilà, scrotale et cutanée. Voilà, c'est lésions de pseudofolliculite. Il s'agit d'un même malade. Donc, les autres manifestations au cours de la maladie de Behçet, en dehors des manifestations cutanées, on peut avoir des manifestations oculaires, notamment l'uvéite antérieure et des manifestations articulaires, des manifestations neurologiques, cardiovasculaires et bien d'autres sont possibles. Le traitement de la maladie de Behçet n'est pas codifié,
et reste symptomatique. Donc, il est adapté à la sévérité de la maladie en fonction du type d'organe qui est atteint. Donc, tous les moyens thérapeutiques employés dans la vasculite interviennent, notamment les anti-inflammatoires mineurs, comme la dapsone, la colchicine, jusqu'aux anti-inflammatoires majeurs, voilà, les corticoïdes, donc aux immunosuppresseurs. Et en raison du caractère thrombosant de la maladie, les anticoagulants et les antiagrégants sont également utilisés. Après la maladie de B7, nous allons finir notre exposé avec la sarcoïdose, qui est une maladie granulomateuse d'étiologie inconnue pouvant toucher tous les organes. Les principales localisations sont pulmonaires, avec des adénopathies médiastinales, cutanées, oculaires, hépato-spléniques, cardiaques et neurologiques. Voilà. Ces manifestations dermatologiques sont très polymorphes. Et nous avons dans les manifestations cutanées de la sarcoïdose les sarcoïdes à petits nodules apparaissant parfois de façon éruptive, les sarcoïdes à gros nodules, les sarcoïdes infiltrants, et les autres formes de localisation cutanées peuvent être des formes érythrodermiques et sur également des lésions post-traumatiques. Là, nous avons de façon caractéristique des lésions, des sarcoïdes à petits nodules au niveau palpébral, également des sarcoïdes qui sont disséminés ici sur la peau. Il s'agit ici d'une lésion lipoïde du visage caractérisant une sarcoïde infiltrante, donc c'est une forme diffuse. Dans la même patiente, nous avons des plaques érythémateuses et des petits nodules. Voilà. Il s'agit des signes cutanés. Et des lésions viscérales dans la sarcoïdose, ce sont les adénopathies qui sont les plus fréquentes et peuvent être superficielles, mais également profondes, qui sont surtout médiastinales. Les atteintes pulmonaires, avec notamment l'atteinte parenchymateuse, où on peut avoir des lésions micro- ou macronodulaires. On peut avoir également des atteintes osseuses, oculaires, glandulaires dans la sarcoïdose, voire des atteintes d'autres organes, mais surtout des signes non spécifiques qui aboutissent à une altération de l'état général des patients, notamment la fièvre, l'asthénie et la perte du poids. Donc, le traitement de référence des formes graves ou étendues est la corticothérapie orale. Et donc, d'autres traitements systémiques sont utilisés en cas d'intolérance ou de contre-indication à la corticothérapie générale, notamment les antipaludiens de synthèse et des immunosuppresseurs comme le méthotrexate. Enfin, en conclusion, nous dirons que les manifestations cutanées des maladies auto-immunes sont diverses et variées. Et une bonne collaboration des autres spécialistes avec les dermatologues contribuera à leur diagnostic précoce, à améliorer la qualité de vie des patients et au finish à réduire leur mortalité. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Inoussa, pour cette présentation très intéressante et assez transversale, avec vraiment des images à l'appui et qui nous illustrent davantage ces pathologies. Et je ne sais pas si le professeur est connecté. Il est connecté, mais le professeur, je ne sais pas s'il nous reçoit. Professeur Nyamba. Voilà, je le vois connecté. Oui, il est là. Donc, professeur, vous Tout me à fait. recevez? Oui, tout à fait, je vous reçois très bien. Vous D'accord, merci bien. m'entendez? Donc, D'accord. il y a un certain Sinon, nombre de questions qui ont été posées, oui, mais on vous laisse d'abord la parole. voilà, c'est d'abord dire un grand merci, un grand bravo à Dr Inous, qui a fait parcourir vraiment tout le panorama des maladies-là qui sont caractérisées maladies auto-immunes et qui a donc détaillé l'approche du dermatologue. L'approche du dermatologue qui est essentielle dans la mesure où la peau est un organe accessible, mais aussi également parce que la peau est un organe auto-immun avec donc sa protection auto-immune, est impliquée
de près ou de loin, si je puis dire, dans un certain nombre d'affections, notamment les affections donc auto-immunes. Je pense que nous avons eu droit à tout ce panorama. Il nous a présenté l'intérêt, l'intérêt qui est d'abord le diagnostic, donc un diagnostic précoce qui va entraîner une prise en charge précoce et qui va également aboutir à un traitement et à un pronostic qui soit suffisamment donc, acceptable, on peut dire. Et c'est souvent l'errance diagnostique, malheureusement, avec la confusion d'un certain nombre d'affections dermatologiques, je pense qu'il a illustré, peuvent malheureusement être préjudiciables à une prise en charge optimale de ces patients-là. Je pense que nous avons eu également droit à des spécificités donc, de ces affections-là, notamment celles qui sont spécifiques d'organes et d'autres qui sont non spécifiques d'organes, et qu'il a illustré depuis le pemphigus avec les différentes dermatoses buleuses, pemphigus, pemphigoïde. Nous avons eu également droit à la sclérodermie et dans sa forme localisée, mais également dans sa forme systémique, avec donc l'implication des autres organes nobles qui peuvent greffer le pronostic, notamment l'atteinte rénale, cardiaque, pulmonaire et digestive. Il faut dire également que ces dyschromies, malheureusement, peuvent prêter à confusion avec d'autres affections, notamment la lèpre, le vitiligo, encore l'onchocercose qui dans le temps, qui peuvent malheureusement entraîner une errance diagnostique. Le lupus, il l'a bien souligné, et vient également comme la maladie maîtresse de ces affections non spécifiques d'organes, avec caractéristiquement l'érythème, la squame et l'atrophie au niveau cutané, et qui malheureusement a un spectre très très large, allant donc du cœur, du poumon, mais aussi du rein surtout, et des articulations également sur le plan hématologique. La dermatomyosite aussi, elle n'est peut-être pas très 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 fréquente, mais le fait d'avoir ces œdèmes périorbitaux et avec cet aspect boudiné, ces douleurs musculaires, doit faire penser nécessairement donc à une dermatomyosite et traquer une possibilité d'un cancer. Et dans la maladie de B7 et la sarcoïdose, qui sont également observées dans nos pratiques quotidiennes, sont à classer dans ce domaine-là. Je pense que c'est vraiment très, très riche. Et il y a eu, je pense, 2 questions, si je ne me trompe pas. Voilà, Inous, des questions sur la durée de la corticothérapie au cours du pemphigus et pas d'intérêt épidémiologique des dermatoses buleuses auto-immunes. Je n'ai pas très bien compris. Donc, la durée du traitement, la corticothérapie, et puis également, quels sont les soins locaux habituellement. Les soins locaux à avoir directement au niveau des dermatoses buleuses. Merci beaucoup. Merci, professeur. Donc, pour ce qui est j'aimerais commencer par les soins locaux. Les soins locaux, c'est, comme nous l'avons dit, pour le cas des pemphigus, ça touche les muqueuses, en particulier la muqueuse buccale, ce qui va entraîner une gêne à l'alimentation et ça va entamer encore davantage l'état général du patient. Donc, et c'est principalement caractérisé par des antiseptiques, parce que ce sont des ulcérations, et quand on parle d'ulcération, c'est aussi la porte d'entrée des germes. Donc, il faut faire un traitement antiseptique, aussi bien donc des bains de bouche, quand il s'agit de la bouche, ou au niveau de la muqueuse génitale, mais pour la peau également, une toilette avec des antiseptiques, et vraiment, il faut aussi favoriser l'épidermisation en mettant des pommades ou des crèmes, ce qui facilitera l'épidermisation, mais également permet de réduire les fuites hydroélectrolytiques. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la bouche, on peut aussi mettre des crèmes contre la douleur,
parce que c'est quand même assez sensible. Et voilà. Donc ça, c'est au niveau local. Maintenant, pour ce qui est du traitement général, c'est le traitement, c'est d'abord la corticothérapie générale. Corticothérapie générale, il faut être très agressif au début et vraiment pouvoir d'abord stabiliser, stabiliser, c'est-à-dire réduire, voire carrément arrêter l'éruption bulleuse. Quand on arrête l'éruption bulleuse, après un certain moment, on peut prendre par exemple 2 semaines après, on peut se permettre de commencer à réduire, à dégraisser de façon très progressive jusqu'à arriver à une dose minimale. Mais il n'est pas question de se presser pour arrêter le traitement de fond, c'est-à-dire la corticothérapie. Donc, c'est une maladie chronique et les patients doivent vraiment s'armer de courage pour continuer le traitement autant que faire se peut. Mais aussi minime soit-elle la dose, le patient ne doit pas arrêter le traitement au risque de voir une recrudescence de la maladie. C'est ce que j'ai à dire, professeur. Voilà, merci bien. Je pense que c'est tout à fait complet. Je vois qu'il y a d'autres questions qui ont été posées, notamment par rapport au traitement du lupus, les examens immunologiques spécifiques pour le diagnostic du lupus systémique. Je pense que ça avait été donné. Peut-être juste rappeler quelques précisions. Et je pense qu'un docteur Younous l'a dit, c'est essentiellement les diagnostics, à viser diagnostic déjà, à viser donc l'extension de la maladie, quels sont les organes qui sont touchés, et également pour pouvoir suivre le traitement et évaluer un peu donc ce traitement-là qui est souvent peut avoir une évolution très favorable ou souvent malheureusement ne pas bien répondre. Voilà, donc ça c'est les différents critères, très bien, merci, qui peuvent donc orienter. Et je pense que c'est important de faire ce suivi-là. Il y a tout ce qui est immunologique et tout ce qui est diagnostic donc d'atteinte des organes au niveau articulaire, au niveau pleuropulmonaire, au niveau hématologique, au niveau rénal, au niveau neurologique. C'est des éléments qu'il faut en fonction. Bien entendu, tous les patients ne vont pas avoir toute la panoplie donc, de ces atteintes-là. Il y en a qui pourront juste développer un ou deux organes ou encore plus, mais il est important de faire le point. Et sur le plan du diagnostic, c'est surtout les désordres immunologiques qu'il faut rechercher et en même temps faire un dosage quantitatif pour pouvoir suivre l'évolution de ce traitement-là. Voilà, je pense que c'est... Est-ce qu'il y a autre chose sur le lupus systémique, les examens complémentaires, posologie et durée du traitement du lupus? Je pense que Dr. Younous l'a dit également. Il y a beaucoup de traitements possibles. Hein. C'est une maladie auto-immune en fonction, donc il faut lutter contre l'auto-immunité. Et des fois, l'hydroxychloroquine dans les formes cutanées pures peut suffire, mais il faut aller souvent jusqu'à des immunosuppresseurs en associant peut-être de la corticothérapie lorsque vous avez par exemple une atteinte rénale ou encore les IPNM qui peuvent éventuellement être utilisés pour pouvoir contrôler ces maladies-là. Il y a la biothérapie qui également est en train d'être utilisée par rapport à cela. Et la durée, elle est, j'allais dire, un peu à polémique. C'est du polémique, c'est qu'il n'y a pas une durée où on peut dire on arrête le traitement. Il faut toujours contrôler. Et ce que nous faisons dans nos pratiques, c'est vraiment maintenir une faible dose de corticothérapie sur une longue période parce que des fois, il y a possibilité donc d'une résurgence. C'est vrai qu'il faut avoir constamment à l'idée de doser les anticorps, anti-DNA natifs et anti-SM pour pouvoir savoir exactement si c'est toujours actif ou si c'est toujours très élevé, ce qui est souvent péjoratif pour cela. Le bilan de certitude demandé pour le diagnostic de la C7, si tu peux dire quelque chose, Younous? Oui.
Le bilan Oui, de... vas-y. Bilan de Oui, certitude pour le diagnostic de la maladie de B7. le bilan de certitude. Oui, il y a aussi ce qu'on appelle les tests pathologiques, on les fait. Mais j'aimerais un peu revenir sur l'immunologie et les examens. Et l'immunologie et les examens qu'on demande sont bien connus. Mais ici, dans notre contexte, en tout cas des pays africains, nous sommes sérieusement confrontés à ces problèmes parce que les examens immunologiques ont un coût. Et malheureusement, certains de nos patients sont vraiment limités par les moyens. Et, mais également au niveau local, souvent, le plateau technique est limité, ce qui fait qu'il faut envoyer ces examens dans des pays où le plateau technique est assez relevé. Et là, ça a un coût et il faut dire que ça nous limite. C'est d'où l'appel que nous lançons d'être plus attentifs aux signes cutanés pour ne pas atteindre, euh, atteindre un certain niveau de gravité de la maladie. Parce que les examens ont un coût. Ok, bien. Et pour ce qui est de la maladie de B7, je reviens parce qu'il y a un certain nombre de critères. Il faut aller principalement sur ces critères. Quand il s'agit des critères diagnostiques, nous n'avons pas mis. Nous n'avons pas mis malheureusement les critères, mais il y en a des critères, les critères diagnostiques de la maladie de B7. Et cliniquement, c'est une aphthose génitale, buccale génitale et lésion de pseudofolliculite. Voilà. Et ce qu'on appelle souvent, on pratique également les tests pathologiques en dermato. Donc, je n'ai pas pu mettre les critères diagnostiques ici. Sinon, chez les dermatos, les critères sont là, nous les connaissons très bien. Merci, professeur, si vous pouvez ajouter. Voilà, juste pour dire que effectivement pour la maladie de B7, on se passe sur ces 20 critères, l'aphthose bipolaire, donc buccale, génitale, également les pseudofolliculites. Il y a d'autres critères mineurs, notamment les atteintes articulaires, les atteintes hématologiques qui peuvent également rentrer en ligne de compte. C'est souvent un diagnostic d'exclusion parce que c'est vrai que ces critères sont souvent très difficiles à réunir ensemble. Pour tout, mais c'est juste pour orienter. Et le traitement de diagnostic de certitude, c'est souvent lorsque l'on commence un traitement, quand on a exclu les autres atteintes, l'aphthose simple, et qui n'est pas, ou encore des ulcérations génitales autres qu'une aphthose, notamment des IST ulcératives, on peut déjà commencer pour une lésion qui est traînante également, une aphthose qui est traînante, on peut, où il n'y a pas une autre origine, on peut déjà commencer un traitement et c'est souvent le traitement qui va nous donner une idée de d'évolution. Si ça répond très bien au traitement, donc souvent on est plus confortable dans ces conditions-là, dans notre contexte donc, de travail. Et qu'est-ce qui est pour l'association également? Je pense que pour la dermatomyose, non, je pense qu'il y avait une question sur le B7 aussi. Voilà le traitement, les soins locaux pour le traitement de la maladie de B7. Bon, c'est une inflammation donc des veines en fait, donc une vascularite qui est en dessous. Ce qu'il faut, c'est éviter peut-être la surinfection avec des attouchements, des antiseptiques locaux, mais c'est surtout le traitement de fond qui va aller vers la guérison donc de ces affections-là et en donnant donc les immunosuppresseurs qu'il faut. Merci, Yunus. Est-ce que tu penses qu'il y avait une question sur la dermatomyosite? Je ne sais pas si... Si est-ce possible d'avoir une association? Voilà, bon. Oui, vas-y. Ouais, association
Déjà, il faut dire que dès qu'il y a un terrain de maladie auto-immune, il faut toujours se mettre à chercher une autre maladie auto-immune. Donc, il y a toujours possibilité d'association des maladies auto-immunes chez un même patient. Donc, ça, c'est pas exclu, je pense. C'est ce que je pense, professeur. Tout à fait, tout à fait. Il faut la chercher, assez rarement quand même, parce que les mécanismes ne sont pas les mêmes, la pathologie n'est pas la même, mais il faut quand même la rechercher. On pourrait avoir au cours du lupus certaines atteintes musculaires, atteintes articulaires, et il faut distinguer dans le cas de la dermatomyosite, où c'est focalisé véritablement sur le muscle et sur la peau, donc avec des douleurs et avec des muscles donc, qui entraînent disons cet aspect figé souvent avec un œdème des muscles au début et ensuite après qui va aller vers l'atrophie musculaire au fur et à mesure, avec une difficulté pour le patient d'avoir donc des commodités habituelles, notamment se déplacer ou encore des gènes même au niveau respiratoire et au niveau donc digestif. Mais il faut faire la différence quand même. C'est vrai que souvent on peut arriver à faire une petite confusion entre les atteintes du lupus et les atteintes de la dermatomyosite, mais l'atteinte musculaire, elle est très très franche, et ce qui n'est pas le cas dans le lupus. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui n'ont pas eu de réponse. Docteur Smaïla. Oui, je pense qu'on a parcouru les questions. Sauf si vous avez une contribution ou bien peut-être une synthèse ou un mot de la fin. C'est vraiment instructif, c'est intéressant d'aborder ces pathologies assez transversales dans lesquelles nous nous retrouvons tous. Effectivement, notamment le lupus, la maladie de Behçet, ça nous rappelle beaucoup de choses, surtout lorsque nous étions sur le terrain de l'ES, où vraiment nous découvrons en fait ces maladies pour la première fois. Et c'est vraiment intéressant. Ok, en tout cas, c'était un grand plaisir. C'est à moi de vous dire merci pour cette initiative, docteur Smaïla, pour donc ce temps passé à parcourir ces pathologies que nous rencontrons souvent. Je pense que le docteur nous l'a dit, qui peuvent être source d'erreurs diagnostiques, donc qui peuvent être préjudiciables malheureusement aux patients, et parce que la présentation cutanée qui donne à être vue peut porter confusion avec d'autres affections banales ou encore traînantes, lorsqu'on sait souvent que les pathologies de peau sont souvent traînantes. Et je pense que ça nous fait voir véritablement le fait, on le dit souvent, que la peau est l'organe le plus profond. Profond parce que à travers donc l'issue de ces affections-là sur la peau, on se rend compte qu'il y a un désordre immunologique, c'est cela qui déteint vraiment sur la peau. En tout cas, c'est dire merci et à Dr. Inous pour sa présentation et vous dire vous-même, Dr. Smaïla, merci beaucoup pour cette initiative, et je pense que nous aurons d'autres invitations avec d'autres thématiques et qui pourront certainement participer. Effectivement, professeur, c'est à nous de vous remercier. Merci beaucoup, professeur. C'est à nous de vous remercier pour votre disponibilité et accompagnement. C'est vraiment gentil et merci bien. Et merci. On espère bien que c'est le début du commencement, aborder d'autres thèmes avec vous. Ok. Et merci à tous les participants également donc pour le temps consacré à suivre cette présentation qui sera disponible dans quelques jours sur YouTube, en enregistrement vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine sur un thème aussi important comme nous sommes en octobre sur les cancers, donc les maladies cancéreuses en Afrique, état des lieux, avec un de nos collègues du Mali, de Bamako. Alors, merci bien, professeur, et à la prochaine. Merci bien à tout le monde, à tous les participants, et à la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.